Bonjour à tous, je m'appelle Ingrid Napi et je suis ravie d'introduire et d'animer cette conférence. On va la traduire comme est-ce qu'écologie rime avec bâtiment et inversement, est-ce que bâtiment, la ville, rime avec écologie? Alors, avec le plaisir d'avoir autour de moi, comme vous pouvez le voir, Julien Bayou, donc vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et vous êtes également conseiller régional en Île-de-France également de l'Île-de-France. Non, mais bien sûr. Bon. Et puis, j'ai lu par ailleurs que votre père est architecte et votre mère est économiste. Donc, voilà, bienvenue. Certainement beaucoup de choses à nous raconter. Ainsi que Guillaume Poitrinal également. Donc, Guillaume, aujourd'hui, vous êtes cofondateur de Woodeum, donc la construction bois, mais également, je le dirais, président de la Fondation du patrimoine. Alors, avant de commencer ce séminaire, enfin cette conférence, juste on me demande de vous rappeler, mais le problème c'est que je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous avez un système où vous pouvez vous poser vos questions, et je le vois, c'est Slido. Donc vous avez la possibilité d'échanger avec nous et de nous poser nos questions. On vous donnera la parole après. Alors, pour commencer et poser le contexte, bien sûr, quelques rappels fondamentaux, je serai rapide. Bien évidemment, celui des accords de Paris et de la COP21 en 2015, où l'ensemble des pays s'engagent à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de lutter contre le réchauffement climatique. Donc la question est posée. On sait aussi, bien évidemment, que 55% de la population mondiale est dans les villes, que ce chiffre va monter à 2/3 de la population dans les grandes villes d'ici 2050. Donc, à nouveau, une date clé qu'on retient et qui reviendra sans cesse. Et que cette population, ces villes, génèrent 70% des émissions de carbone, et en particulier les grandes villes. Donc, on arrive dans le milieu urbain. Troisièmement, on a assisté également à un mouvement des élus locaux, notamment ceux du Cities 40. C'est un peu le G20 dans le monde, donc c'est les 40 plus grandes villes qui se concertent et qui réfléchissent également aux modalités, à la façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les villes et de les réduire de 80% d'ici 2050 et d'aller vers, bien sûr, une neutralité carbone absolue. Enfin, le dernier point, on assiste depuis très peu de temps à une vague sans précédent du mouvement écologique, que ce soit en mai 2019 avec les élections européennes, mais également très récemment avec le second tour des municipales, l'apparition le retournement, on va dire, de certaines grandes villes vers les écologistes, pardon. Donc il y a eu Grenoble, mais il y a également Bordeaux, il y a Lyon, il y a Strasbourg, des villes plus petites, Poitiers, Tours, et ainsi de suite. Et Marseille. Et on sait bien sûr que c'est le deuxième, non, c'est même le premier mouvement retenu par le vote des jeunes. Donc, vous devenez le grand gagnant, on va dire, des élections municipales. Et donc, j'ai envie de vous poser la question, Julien Bayou, comment vous voyez-vous, de votre côté, la ville écologiste? Comment concilier l'écologie, votre vision des représentants des écologistes, avec la ville qui, bien évidemment, on la représente comme une ville de béton, on la représente comme une ville dense, on vient d'en parler, c'est même un des sujets. Comment on peut concilier les deux? Merci beaucoup pour l'invitation. Et oui, bien sûr, on peut concilier les deux. Alors moi, je suis très heureux d'être ici. Et quand vous rappelez les récents résultats, moi, je dois dire que ça nous met évidemment une responsabilité exceptionnelle qui pèse sur nos épaules. On attend beaucoup et on soutient bien sûr le travail de nos maires qui vont s'engager dans ces chantiers. Et l'objectif, c'est bien sûr le respect des accords climat, mais au-delà, et c'est lié, il y a une question de bien-être en fait. Le projet écologiste, en créant plus d'emplois et en réduisant les nuisances, les pollutions sonores ou atmosphériques, et puis en soulageant aussi le porte-monnaie des habitants, ça peut créer un projet fédérateur, engager un cercle vertueux. Et donc c'est là-dedans qu'on s'engage. Moi, je voulais tordre le cou d'abord à la logique écologie versus économie, parce que je pense que c'est une vieille opposition qui n'a plus lieu. Moi, je suis conseiller régional et dans notre commission développement économique, l'enjeu, bien sûr, c'est d'aider l'entreprise, aider l'activité économique. Simplement, nous, on revendique, écologistes, d'intervenir dans le champ par la régulation ou par le soutien bonifié à certaines activités, contrairement au laisser-faire
qui supposerait un éventuel ruissellement. Le CICE a plutôt bénéficié aux grands groupes, qui pouvaient d'ailleurs calculer et l'aspirer de leurs prestataires. Là, l'enjeu, c'est plutôt d'aller choisir, de soutenir des activités vertueuses en matière d'emploi, d'environnement, utiles au territoire. Vous voyez, il y a cet enjeu de l'économie qui intervient pour soutenir les activités économiques durables. Et donc, dans la ville, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on a subi pendant des décennies une vision de la ville et de la métropolisation où le cœur aspirait toutes les activités au détriment des périphéries. Et c'est aussi le problème des centres commerciaux. Et donc moi, je suis heureux aujourd'hui de discuter avec Guillaume Poitrinal, qui a été directeur d'Unibail-Rodamco. Je pense que cet échange n'aurait pas pu avoir lieu il y a quelques années. Unibail-Rodamco, pour nous, c'était le grand méchant. Vous voyez, c'était l'artificialisation des sols, c'était la disparition des petits commerces, le fait que les petites villes se vidaient. Et de pouvoir échanger aujourd'hui avec vous, mais je le dis en plus vraiment avec toute une grande sincérité, et votre parcours est extrêmement intéressant, d'avoir comme ça créé une entreprise qui dépasse le greenwashing pour aller sur les actes de la construction bas carbone. Moi, je me réjouis de cet échange et je pense qu'on a beaucoup à travailler. Il y a des initiatives, des alternatives qui sont comme ça tracées par des pionniers et des pionnières. Et tout l'enjeu de la régulation, dans les villes comme dans les régions, c'est d'en faire la norme, en fait. Voilà. Donc il y a les personnes qui expérimentent les pots cassés, qui montrent que construire en bois ou rénover, eh bien, c'est mieux pour les habitants, mieux pour l'emploi, mieux pour les territoires. Et derrière, le rôle des écologistes, de la régulation, malheureusement, ce que ne font pas les pouvoirs publics, c'est de transformer ces activités en normes. C'est de passer de l'expérimentation à la généralisation. Et vous avez en tête un exemple de ville modèle par rapport à cette vision des écologistes sur la ville durable ou sur la ville verte? Non, je ne peux pas vous répondre à ce stade. Il faut laisser encore 1 ou 2 mandats à nos maires. Je sais qu'il y a des villes qui sont très très en retard. Marseille, par exemple, dont on a parlé, n'est pas construite pour ses habitants. Les écoles s'effondrent littéralement. Les immeubles s'effondrent. Et donc, les transports sont absolument inappropriés. Donc on a des anti-modèles. Aller vers la ville où il fait bon vivre, encore une fois, c'est le produit de 40 ou 50 ans, les villes dont on dispose actuellement. En Ile-de-France, on estime que la moitié des habitants et des habitantes partiraient si elles le pouvaient. Parce que pendant des décennies, on a joué l'attractivité et la compétitivité pour accueillir ces fameux investissements directs à l'étranger, sans se soucier du bien-être des habitants et des habitantes. Donc il y a un basculement à faire qui, vous voyez, ne peut pas se faire. En fait, ça serait malhonnête. C'est Bruno Bernard, d'ailleurs, qui dit, président de la métropole de Lyon, il dit il y a ce qu'on peut faire en 2 mois, il y a ce qu'on peut faire en 2 ans, il y a ce qu'on peut faire en 6 ans, le mandat, et puis, en fait, semer les graines pour la suite. On parlera peut-être tout à l'heure, justement, de ce phénomène d'exode, en fait, où Paris perdait des habitants. Donc, l'enjeu principal de la mairie de Paris, c'était de conserver des habitants, donc en attirant des jeunes talents, des jeunes start-up, etc. Aujourd'hui, peut-être, le défi, c'est d'éviter l'exode des franciliens. On l'a vu avec la période de Covid. Alors, je voudrais aussi maintenant passer à un autre chiffre majeur, bien évidemment, à tenir et à prendre en compte. C'est bien sûr l'empreinte carbone du bâtiment. Le secteur du bâtiment est un des principaux émetteurs de gaz à effet de serre. On a une empreinte écologique carbone importante, 27%, donc bien devant les transports, 45% de la consommation énergétique. Donc en fait, ma question est la suivante pour Guillaume notamment, c'est bien évidemment la ville, ce sont des bâtiments, ce sont des mobilités, ce sont des emplois, des habitants. Comment on peut réduire cette empreinte carbone du bâtiment, donc de la ville, non seulement par les constructions, en prenant en compte le parc existant et en prenant en compte, bien sûr, la destruction. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pourquoi cette filière bois? En fait, il faut revenir à la question essentielle. Et je sais que ce matin, Laurent Fabius a dit contre le réchauffement climatique, on ne fait pas le quart du quart de ce qu'on fait contre le Covid. Et il faut bien être tous conscients ici que le réchauffement climatique va faire beaucoup plus de morts que le Covid. Le problème du réchauffement climatique, c'est assez simple, c'est un problème d'émission. Et moi, j'ai eu cette lumière, je ne sais pas, c'était clair. Il y a eu la COP21. Moi, avant, je faisais comme tous les autres promoteurs, j'essayais de réduire les consommations, le kilowattheure au mètre carré. Donc, on me parlait de passive house, d'immeubles à énergie positive, etc.
Et à un moment donné, j'ai eu cette rencontre pendant la COP21 avec Carbone 4, etc. Et avec un certain nombre de gens qui m'ont dit, mais le sujet, il y a le kilowattheure au mètre carré, bien sûr qu'il est important. Mais le sujet au-dessous de tout ça, c'est le CO2. Ce sont les émissions de CO2. Et quand on fait l'empreinte carbone d'un bâtiment, le vrai facteur polluant, c'est la construction. Pourquoi ? Parce que le ciment, merveilleux produit inventé en 1820 par un polytechnicien français, M. Vicat, auquel je rends hommage parce qu'on a construit des choses formidables avec le ciment. Il se trouve que le ciment, la fabrication du ciment est très émettrice de CO2, qu'il faut rajouter du sable qu'on va chercher de plus en plus loin et qu'il faut rajouter de la ferraille. Que tout ça se passe dans des tout petits camions qui généralement viennent de toupies qui sont au bord de la Seine, qui parfois débordent un tout petit peu dans la rivière. Mais ça, voilà, ça peut arriver, ça, on pourrait l'éviter quand même. Mais indépendamment de ça, un chantier en béton, c'est une usine transférée au milieu de la ville. C'est très traumatisant pour la ville. Et donc, moi, je me suis dit, si je fais un promoteur, j'avais envie de créer une entreprise, je la ferai autour du plus bas bilan carbone, de la plus basse molécule de CO2 émise sur le cycle de vie du bâtiment, construction, exploitation et fin de vie. Et on a été les premiers à calculer ça. Et alors aujourd'hui, le gouvernement s'y est mis, il a fait plus, c'est moins, puis aujourd'hui il fait la RE 2020. Donc à la fin de l'année, normalement, il n'y a plus un bâtiment en France qui ne devra pas calculer son empreinte carbone. Nous, on a pris un tout petit peu d'avance parce qu'en effet, on est tombé sur ce matériau magnifique qu'est le bois, un matériau renouvelable qui se trouve non seulement être pas émetteur, mais il est capteur de carbone. C'est-à-dire que le bois est issu d'un arbre. Avec la photosynthèse, l'arbre a passé sa vie à manger. J'espère que cet arbre n'est pas mort ici, hein, monsieur du MIPI me propelle. Mais il a passé sa vie, cet arbre-là qu'on voit derrière nous, à manger du CO2. Il a gardé la molécule de C et il a rejeté de l'oxygène. Donc pour dépolluer, si vous voulez, la Terre, il n'y a rien de mieux que de faire pousser des arbres. Sauf que les arbres, ne poussent pas jusqu'en haut, ils ne se poussent pas jusqu'au ciel. Donc au bout d'un certain temps, ce bel arbre que j'ai vu vous pousser, si je ne fais rien, il va tomber ou il va brûler, il va mourir. Et à ce moment-là, il y a un phénomène inverse qui se présente, qu'on appelle la putréfaction ou l'oxydation, si vous voulez, des matériaux. Donc nous, notre propos, il est tout simple, Julien Bayou. On prend et on accepte, pas partout, il faut protéger les forêts, mais dans certaines forêts qu'on accepte d'exploiter, on prend, exploiter raisonnablement, on prend cet arbre, on prend ce stock de carbone et nous n'allons pas en faire ni des allumettes, ni des cajots, ni un matériau à brûler. On va en faire les murs de refend, on va en faire les planchers porteurs. Et vous savez, dans notre industrie, un plancher porteur ou un mur de refend, c'est là pour des siècles. Moi, quand j'ai refait des tours à la Défense, je n'ai jamais touché le gros œuvre. Donc, c'est là pour des siècles. Et donc, on peut créer ce qu'on appelle un puits de carbone. Et là, ça devient considérable parce qu'on n'est plus dans Epsilon. Et c'est ça le propos de WO2 et de Woodeum. Alors, il y a quand même des contraintes techniques. Je me suis bien renseignée. Bien évidemment, les façades en bois, ça, c'est possible. Apparemment, c'est beaucoup plus difficile de construire au-delà de 28 mètres. Alors, pourquoi ? La question de la grande hauteur. Moi, je vais vous dire un truc. Alors qu'on parle de densification je suis revenu des villes. sur la grande hauteur. Je suis revenu sur la grande hauteur. Je suis revenu... Bon, d'abord, il faut quand même bien... Moi, je suis promoteur résidentiel et promoteur de bureaux. Les entreprises, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles nous demandent ? Elles nous disent, qu'est-ce que vous faites contre le risque pandémique ? Je ne vais pas créer des immeubles de grande hauteur où tout le monde est concentré en circulation verticale sur 30 mètres carrés. Il y a quand même un petit bug. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On fait des immeubles de moyenne hauteur avec des escaliers partout, extérieurs. On propose des grandes terrasses pour se réconcilier avec la nature. On met des arbres et on essaye d'avoir en fait une vie beaucoup plus sympathique. Vous parliez tout à l'heure, c'est intéressant, Julien. Vous dites les gens fuient le résidentiel. Mais les gens aujourd'hui, ils fuient aussi les bureaux. C'est-à-dire que les gens... Et donc nous, promoteurs, qu'est-ce qu'il faut qu'on propose pour réveiller ça ? On ne peut pas dire aux gens, il faut qu'on propose des bureaux qui soient plus sympas que chez soi. Il faut que les bureaux soient plus sympas que chez soi si on veut que les gens reviennent au bureau. C'est ça mon propos. Alors, je vais relancer Julien Bayou, mais est-ce que vous entendre, ça veut dire que les bureaux de grande hauteur ne sont pas sympas ? Ça veut dire qu'ils vont être plus difficiles. Les gens veulent ouvrir les fenêtres, les gens veulent des terrasses, les gens veulent utiliser l'escalier et non pas l'ascenseur. Alors, poursuivons si ce vous êtes au raisonnement. 25e étage, ça ne veut pas dire que c'est fini, mais ça veut dire que ça va être plus difficile. Il va falloir tout être à fait. inventif. Mais alors justement, la ville durable... Il n'y a pas que le contenant, il y a aussi le contenu du travail. Bien sûr, mais ça, c'est un autre débat. Oui, mais le site Fuyons la Défense, par exemple, est extrêmement intéressant parce qu'il y a tout l'enjeu du cadre, effectivement être bloqué dans une tour, etc.
et du contenu, le contenu des jobs. Alors, revenons quand même au sujet qui est bâtiment et écologie. Donc, une ville normalement durable, c'est une ville qui, idéalement, serait dense pour éviter les mobilités, pour éviter la consommation des terrains, etc. Donc, comment peut-on concilier, si on retourne sur ce schéma de la ville dense, qui n'est pas forcément celle que je préfère non plus, mais comment peut-on, pour votre point de vue d'écologiste, comment peut-on concilier cette ville dense qui ne serait pas bétonnée, mais avec une filière construction qui arrive apparemment techniquement ne peut pas monter dans des grandes hauteurs? Mais il n'y a pas besoin. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à R3, R5. 28 mètres, très honnêtement, c'est le gabarit haussmannien. Tout va bien, c'est la grande échelle. Oui, mais ça, c'est en France. Alors, regardons, parlons Londres. À Londres, c'est la compétition des tours toujours les plus hautes. À Londres, dans d'autres pays... Et à quoi ça sert ? Non, mais c'est la compétition des tours. Alors, excusez-moi, mais il me semble qu'il y a une tour où il y a eu un accident majeur. Les personnes qui ont été blessées ne sont toujours pas indemnisées. Donc, en fait, on n'a toujours pas trouvé les responsabilités dans les différents prestataires. Malheureusement, je ne retiens pas le nom de cette tour. Mais, je vois bien très bien. Donc, en fait, si c'est la compétition, avoir la plus grande tour et celle qui fait le plus gros dégâts quand on n'a pas la capacité de gérer les prestataires, vous voyez que ce n'est pas notre enjeu. D'accord. Pour le coup, l'enjeu est... Alors, quand on dit zone dense à Paris, ça peut inquiéter parce que, par exemple, le 10e et le 11e sont des zones extrêmement denses, beaucoup trop denses, en fait. Donc, densifier la ville, selon d'où on parle... vous voyez, peut inquiéter. Quand on parle de densifier la ville, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup d'endroits où c'est très très peu dense. Mais il ne s'agit pas de Paris et la petite couronne. Et l'autre enjeu, mais ça c'est vraiment de l'aménagement du territoire et c'est à 30 ans, c'est rendre les zones multipolaires. C'est-à-dire éviter le cliché, le pire cliché, c'est vous avez 1 million de personnes du 93 qui chaque matin traversent Paris sans s'y arrêter pour aller dans un autre département, le 92, pour travailler. Parce que c'est là qu'il y a les bureaux, et le soir reviennent en sens inverse. Faut quand même... Donc, avoir des bureaux là où il y a des logements, pour en fait la meilleure mobilité, c'est celle qui... Je me permets juste quand même de vous dire que le quartier d'affaires de la Défense est un quartier mixte. On ne voit peut-être que des bureaux, mais il y a autant de bureaux que de résidentiels. Donc... Non, ça, je ne peux pas vous laisser je peux dire vous ça. assurer que c'est vrai. Non. Mais c'est un autre sujet, je dirais que... En revenant sur la construction bois, et notamment, pour challenger un peu Guillaume, qu'est-ce qu'il en est du coup du béton à faible impact carbone? En fait, le béton à faible impact carbone, c'est la même démarche que Renault et Peugeot quand ils disent il y a un moteur thermique, on va faire un moteur qui consomme moins. C'est ça. Nous, on est le moteur électrique, si vous voulez. Donc, vous avez en fait dans notre démarche des tas de choses qui sont différentes et qui sont fondamentalement opposées. Quand vous construisez en bois, d'abord, ce que je voulais vous dire, c'est que ça fait 7 ans que je suis parti et pendant 2 ans et demi, j'ai quasiment pas construit d'immeubles, j'ai fait de l'ingénierie. J'ai fait de l'ingénierie appliquée avec toutes nos équipes d'ingénieurs qui nous rejoignent. D'ailleurs, s'il y a des ingénieurs qui s'embêtent, ils peuvent toujours envoyer leur CV. Donc aujourd'hui, on est 100 et je voudrais pas qu'on soit trop non plus. Donc, mais on a fait de l'ingénierie parce que culturellement, tout était prévu pour le béton. Donc on a dû tout réinventer. Et aujourd'hui, la construction en bois, c'est beaucoup plus, c'est un piège à carbone, c'est du bien-être pour les habitants, mais c'est aussi un mode constructif révolutionné qui fait qu'on a 8 fois moins de camions pour réaliser le gros œuvre. C'est pas divisé par 2 ou par 4, c'est divisé par 8. On va 2 fois plus vite pour réaliser le gros œuvre. Donc on est sans poussière, on est sans bruit, et c'est le matériau de la surélévation, car ce matériau est 5 fois plus léger, avec la même capacité de report de charge que le béton. 5 fois plus léger. Et puis à la fin, vous avez, c'est absolument magnifique, il faut venir visiter le marketing swing qu'on a sur l'Arboretum, qui est le grand projet de 123 000 m². Il faut savoir, c'est le plus grand projet lancé depuis Cœur Défense. Moi, je suis content parce que j'ai commencé ma carrière avec Cœur Défense, il y a 21 ans, 23 ans, 24 ans, même 25 plutôt. Voilà. Et là, c'est le plus grand projet lancé en blanc, et c'est sur ce même territoire du Grand La Défense, à Nanterre Université. Il n'y a pas d'artificialisation parce que c'était une grosse usine de papier et qui était fermée depuis 10 ans. Et là, autour d'un magnifique parc devant la Seine, on va faire 123 000 m² avec 6 hectares de parc à l'intérieur. Oui, j'aimerais vous répondre parce que quartier mixte, du coup j'ai regardé, il y a bien 20 000 habitants à La Défense pour 180 000 salariés. Donc il y a 9 fois plus de salariés
qui n'habitent pas forcément à La Défense. Donc si ça c'est un quartier mixte, tous les quartiers sont mixtes. C'est un énorme déséquilibre. Bon, maintenant je voulais... En termes de parc de immobilier, non, mais c'est je peux pareil. rien, excusez-moi, 20 000 habitants, Non, je pense pas. 180 000 salariés, donc voilà. Là, je donne 15 Mais- points à Julien. Merci. Ah, mais Alors, parce qu'il faut zéro. revoir- Sur la il faut que question- vous revoyiez votre Milieu, copie. j'ai arbitré. Là, on- Il faut que vous revoyiez votre copie. Alors Attendez, continuons. bah oui, Alors, en tout cas, en ce moment, il y a plus d'habitants que de salariés. Je faisais le point Continue. quand même, je ne voulais Alors. pas vous laisser dire. Et donc l'enjeu Alors moi, je ne majeur, peux malheureusement pas checker mon téléphone, mais je peux vous assurer que... l'enjeu majeur de réaménager et d'avoir des zones multipolaires est fondamental pour Ça, la je pense qualité de que vie. c'est fini, le zoning, c'est fini. Et pour, malheureusement, le zoning continue. Demandez à Valérie Pécresse. Alors, ou à la tour triangle avec ce que propose la mairie de Paris. Maintenant, là, on parle beaucoup de promotion immobilière, de création de nouveaux logements. Évidemment, c'est votre boulot, et encore une fois, moi, j'assume de soutenir cette démarche parce qu'on a besoin d'explorer cette innovation. L'écologie nécessite une innovation puisque de toute manière, il s'agit de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on a fait depuis des décennies. Je ne voudrais pas qu'on néglige néanmoins l'enjeu majeur de la rénovation thermique. Exactement, c'était mon sujet. Dans le flux actuel, le flux, c'est ce qui rentre, les nouveaux logements. Évidemment, les nouveaux sont moins polluants, mieux isolés en général, même si pour faire plaisir à EDF, on met les grille-pains électriques qui consomment beaucoup et chauffent peu. Mais en moyenne, le neuf émet beaucoup moins. Mais il y a tout le stock qui représente des dizaines de millions de logements qui, eux, sont très très mal isolés. Et donc, quand vous avez initialement dit que dans le cycle de vie du bâtiment, du logement, c'était la construction qui était la plus polluante, pour l'ancien, en fait, c'est inversé. C'est-à-dire que quand on est très mal isolé, eh bien, et c'est malheureusement pour son porte-monnaie à soi qu'on chauffe les pigeons, en fait. Alors, qu'est-ce que vous et donc, proposez ? c'est un enjeu qu'a bien saisi la Convention citoyenne pour le climat. C'est un enjeu vis-à-vis du climat, vis-à-vis de la santé, parce que ça émet des particules fines, vis-à-vis de l'emploi, puisque c'est des gisements d'emplois locaux, non délocalisables, phénoménaux, et de porte-monnaie, parce qu'on peut imaginer que ça fait un 13e mois. Si vous limitez votre consommation d'énergie, c'est un 13e mois à la fin de l'année. Et là, on est vraiment sur... pour le coup, comme disait Laurent Fabius, le quart du quart du quart de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire qu'on a véritablement intérêt à mettre le paquet là-dessus. Et moi, à vrai dire, je ne comprends pas. J'aimerais bien avoir le regard de l'entrepreneur. Je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'on est prêt à mettre des milliards dessus. Littéralement, il n'y a plus de limite à ce qu'on peut mettre sur un... C'est les chantiers des années 30. C'est le nouveau New Deal. Vous voyez, c'est le Green Deal et c'est de la bénédiction pour le carnet de commandes, pour les territoires. Tout le monde en réclame. Et malheureusement, le candidat Macron avait promis 4 millions de logements rénovés, 4 millions de passoires. Et là, on espère en faire 200 000 dans les 2 prochaines années. Donc on est très, très, très loin du compte. Et je ne comprends pas. J'ai demandé au Premier ministre pourquoi ça ne fonctionnait pas. Et je n'arrive pas à comprendre. Alors que c'est gagnant pour les mairies, c'est gagnant pour les artisans, pour les commerçants, pour les architectes, enfin pour ceux-ci, et pour les habitants. Et je ne comprends pas s'il y a un blocage idéologique ou si c'est parce qu'il faut construire et qu'on ne veut pas rénover. J'aimerais bien avoir votre regard là-dessus. Ouais, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste de la rénovation, mais j'ai l'impression quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de moyens qui vont être mis sur la table pour en termes de chiffre d'affaires du bâtiment, c'est autant. Rénovation et construction représentent la moitié. Les milliards qui sont annoncés du plan de relance, ils sont impressionnants, en tout cas ceux-là, d'après ce que j'ai pu comprendre. Moi, c'est pas trop mon métier. Ce que je pense, c'est que on doit évidemment rénover ces bâtiments. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la ville, elle évolue. C'est-à-dire que malgré tout, on ne fera pas que de rénover de l'existant. Elle évolue dans ses usages. Il faut les transformer. Elle évolue dans ses usages. Le rapport à la ville est en train d'évoluer. Nous, dans les derniers programmes qu'on fait, tout le rez-de-chaussée est ouvert sur la ville. On fait club de sport, des brasseries. Et en fait, on rentre dans les bureaux, dans une brasserie, dans un bar, quoi. Donc, on est en train de révolutionner complètement l'usage des bureaux, le lien entre le travail, et le chez-soi et le ailleurs. Et tout ça est en train de bouger avec le numérique. Et donc, ça veut dire que la ville, elle doit s'adapter quelque part. Et je pense que, en fait, il y a un très très bon exemple de ce. Moi, le premier truc, j'ai acheté une passoire thermique au Pont de Sèvres, un petit immeuble de 700 mètres carrés, complètement délabré, et on y a fait le siège de Woodéum. Et en fait, c'était un immeuble en béton. Je me suis aperçu qu'il avait été fait par un architecte qui avait fait le CNIT, qui est Zerfus. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait ? On a gardé le gros œuvre. On a isolé le bâtiment et on a rajouté un étage complet en bois qui est absolument magnifique.
Et je pense que c'est ça la ville de demain. C'est-à-dire, je garde le matériau qui a été émetteur, il a émis. On ne va pas non plus se mettre à le casser pour le plaisir de faire du bois. Puis surtout, ça émet du carbone. Et quelque part, on accepte quand même la logique de développement économique. On n'est pas en train de faire une tour. On rajoute 1 ou 2 étages intelligents et on change complètement le rapport au sol et l'usage d'un bâtiment. Pour moi, c'est ça le modèle. Mais on ne peut pas dire non, plus 1 mètre carré. Je pense qu'on dit non, plus 1 mètre carré, on rentre dans une logique économique mortifère. Or, la transition carbone, elle a besoin de croissance économique. Moi, c'est là où peut-être que nos points de vue peuvent diverger. Nous on dit zéro artificialisation nette. Par exemple, c'était là-dessus qu'a été élu Anne Vigneault. Donc il faut croire à Besançon. C'était vraiment un des mantras qu'elle a répété pendant toute son élection. Donc il faut croire que ça n'inquiète pas trop les gens. On parle bien de net, hein. Ce n'est pas zéro artificialisation brute. Ça veut dire que tout doit être compensé. Et ça veut dire donc cette logique de densification. Besançon est moins concerné que le 11e arrondissement, c'est un peu comme Séoul. Vous voyez, donc on est sur des niveaux d'habitants par mètre carré, kilomètre carré gigantesques. Besançon, beaucoup moins. Et donc la logique de zéro artificialisation nette, c'est en fait revoir la ville selon les usages. Ce que vous dites est tout à fait juste. Il y a des anciennes casernes qui doivent être utilisées pour être mises à disposition d'ateliers d'artistes, d'entreprises, de start-up. On peut revoir l'usage et même envisager des multi-usages. Moi, je me désole, je suis élu régional, donc on a la charge foncière des lycées. Bon, en vrai, les lycées, ils sont utilisés que la moitié de l'année, quand on fait le compte, hein, de 8 à 18 heures, et puis pas pendant les vacances. C'est dommage de ne pas trouver les moyens de le faire bénéficier aux associations, parents d'élèves ou ce qu'on appelle la réversibilité. Mais oui, le fait de pouvoir un peu... En fait, pour le coup, c'est une manière de densifier. Alors nous, on a beaucoup à redire par rapport à Airbnb, mais si on arrivait à contrôler Airbnb pour éviter qu'on ait un intérêt à acheter un appart pour le transformer sur un Airbnb, mais un usage régulé d'Airbnb, par exemple, c'est une manière de densifier l'usage de l'appartement. Hein, et y compris d'apporter un peu de sous à des personnes qu'on a besoin. Et des mètres carrés, si je peux juste me permettre. Il ne s'agit pas, encore une fois, d'opposer de manière un peu brute écologie et économie. Simplement, questionner la finalité et les usages. Et donc, à ce stade, il y a beaucoup de villes qui, notamment, qui ont perdu leur centre-ville à cause des centres commerciaux, qui ont perdu leur centre-ville. Hein. C'est Olivier Rasmont qui a écrit un livre très intéressant qui dit « Comment on a tué nos villes ». Il y a un enjeu de comment on les redensifie. Vous voyez, c'est toutes ces villes, Niort, Béziers, Poitiers, quand vous pointez, tout est à vendre et tout est à louer. Il y a un enjeu de foncier phénoménal et qui pourrait aussi permettre de réduire les mobilités, redensifier, repolariser les centres-villes. Et là, vous allez avoir, vos maires ELV vont avoir un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, on sait quand même, on a trop de commerce. Eh oui. On a trop de mètres carrés de commerce. La révolution numérique va faire en sorte que, mais comme les bureaux, ça va être moins et mieux. Donc, inévitablement, il y aura moins de surface. Pour moi, il y aura un commerce physique qui va survivre, qui va s'adapter, mais qui va proposer des expériences nouvelles. Mais il y aura moins de mètres carrés. Ça, il faut s'y attendre. Donc, il va y avoir des friches commerciales. Attention, vous êtes décroissant, là. Comment ? Vous êtes décroissant. Non, parce que... Mais je suis d'accord avec vous. Parce que, très honnêtement... Amazon sera, et puis le commerce numérique on a trop de surface linéaire, on a trop de surface de mètres commerciaux. Sera une réalité. Donc évidemment. Le tartinage, pareil pour les bureaux. On a trop de bureaux. Le télétravail, ça sera moins et mieux. On va de toute façon abandonner des surfaces de bureaux. Alors ça, c'était la conférence précédente. Revenons encore sur notre conférence bâtiment et écologie. Ah mais nous, on a envie de parler de tout, là. Oui, moi aussi, on est parti. On m'a donné des consignes. Concernant le sujet de la forêt, parce qu'on parle de la filière bois, revenons à une construction en bois. Une rénovation en bois, est-ce que c'est faisable? Mais on n'aura certainement pas le temps de l'aborder. Isolant biosourcé. Bon. Ça existe. Alors, pourquoi lit-on, en tout cas moi je me suis renseignée, qu'on avait un manque de maturité de la filière bois aujourd'hui en France? Parce qu'on importe trop le bois et que le fait d'importer ce bois dégage du carbone et que donc c'est pas très écologique. On n'a pas aujourd'hui une filière industrielle très structurée en France. Nous n'avons pas le Danone, le Peugeot du matériau bois. D'accord, ça n'existe pas. Et ça n'existe pas parce qu'on a fait le choix du béton. Donc c'est pas étonnant. Quand vous faites le choix du béton, je veux dire, il n'y avait pas de demande. Bon. Il se trouve que maintenant il y a une vraie sensibilité politique. Il y a l'appétit des clients,
il y a même l'appétit des financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des assureurs, des financiers, des banquiers, des actionnaires qui nous disent « je veux que vous travailliez le bas carbone ». Et puis les maires, on vient d'en parler. Donc de toute façon, la filière construction bois, elle va se développer. Et moi, mon sujet du moment, j'appelle le conseiller régional ici, mais aussi j'en ai parlé avec Madame Vargon, c'est vraiment d'avoir enfin des usines proches des massifs forestiers qui peuvent nous procurer ce matériau biosourcé, renouvelable, qui va être susceptible de remplacer le béton. Et on en a besoin. Donc il y a un investissement à faire. Là, pour le coup, vous parliez d'emploi tout à l'heure. Hein. On parle vraiment d'emploi. Et notre forêt, elle est là. Il y a 17 millions d'hectares de forêt. On récolte moins de la moitié du bois qui est produit en France chaque année, hein, de la production additionnelle, moins de la moitié récoltée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'autre moitié va rester en forêt destinée à la putréfaction, donc du carbone qui sera relâché à terme. Et donc, il faut absolument exploiter cette forêt raisonnablement. Il n'y a pas de produits chimiques. J'ai lu dans Le Monde qu'il y avait du produit chimique dans l'exploitation des forêts. C'est quand même juste n'importe quoi. Je suis exploitant forestier, je peux vous dire aussi, il n'y a pas de produits chimiques dans l'exploitation de la forêt. Il faut l'exploiter raisonnablement. Il ne faut pas faire d'énormes coupes rases, etc. Mais il faut autoriser cette exploitation. J'en appelle à Julien Bayou. Alors justement, moi, on m'a demandé de vous challenger. Alors je termine avec une dernière question un peu challengeante. Donc, que pensez-vous en tant qu'écologiste? On sait que la forêt, c'est le poumon vert, c'est une pompe à carbone. Je vais aller au maximum. Le patrimoine, le parc forestier aujourd'hui en France est essentiellement détenu par des privés. Le mot financiarisation de la forêt, ça vous évoque quoi? Mais c'est déjà le cas. Alors déjà, bon, il y a un arbitrage parce que la forêt est finalement relativement jeune. C'est à 500 ans que l'arbre que vous mentionnez opère son plein potentiel de captage de carbone. Donc il faut les laisser en grande partie aller sur cet âge-là. Quelques éléments de réflexion sur l'arbitrage. C'est-à-dire qu'il y a des endroits que nous voulons laisser se réensauvager. Ça, c'est une nécessité. Mais en fait, un peu de manière contre-intuitive, c'est plutôt les falaises et les marais qui sont les plus intéressants pour la biodiversité, le captage de carbone en réensauvagement. Bon. Sur la forêt, la difficulté de la filière française, c'est qu'elle est atomisée. Vous avez des privés, mais en fait, c'est des toutes petites qui ne sont pas outillées. Et du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de pertes sur ces bois morts. Donc, il y a un enjeu de la responsabilité de l'État de structurer la filière, mais pas pour aller sur une industrialisation à outrance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on entend le gouvernement qui dit on veut couper plus 70% sur des chiffres colossaux. On n'a pas besoin d'aller jusque-là. En fait, structurer la filière pour pouvoir, comme vous dites, rapprocher les usines et les découpes, en fait, finalement, il y a un enjeu de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'on produit du bois brut en masse, mais qu'on exporte. Et nous, on importe un peu comme des idiots, il faut bien le dire, le bois transformé, plus cher. C'est les bois de Scandinavie ou autres, ou d'Autriche. Donc, vous voyez, c'est plutôt un enjeu de structuration et de travailler intelligemment la filière pour la regrouper dans des mesures responsables, mais pour faire remonter, comme dans beaucoup de domaines, la valeur ajoutée à domicile. C'est une relocalisation de la valeur ajoutée. Travailler le bois ici pour l'utiliser et construire ici, et aussi bon, parce que c'est plus rémunérateur, mais aussi parce que ça évite beaucoup de trajets inutiles. Donc ça, c'est vraiment un enjeu de création d'emplois, de création de valeur ajoutée pour la filière. L'autre difficulté, l'arbitrage, c'est qu'il faut laisser une partie de la forêt vieillir pour qu'elle donc puisse faire son plein potentiel. Aussi parce que quand on fait des coupes rases et qu'on met une seule essence, et je crois qu'il y a 7 essences seulement en France, on les expose à une perte de biodiversité, on les expose à des stress hydriques, et les grands feux qu'on voit un peu partout sont liés aussi, pour partie, au fait que c'est des mono-essences et que du coup, le feu se propage plus vite. Donc il y a cet arbitrage, mais on manque de vision sur la forêt. Et nous, on déplore qu'aujourd'hui, l'État s'emploie à casser l'Office national des forêts. Ça génère un immense stress chez les agents qui ne veulent pas être transformés en financiers ou en capitalistes de l'arbre. On a une logique de structuration de la filière
pour amener beaucoup plus de rémunération ici et d'emploi ici et réduire les transports inutiles. Qu'est-ce qu'on pense, Et je pense que Guillaume ? là-dessus, on peut se retrouver pour le coup. Ouais, alors j'aime bien Julien, mais ce qui est vrai, c'est que en fait, en France, on aime bien les contrastes. On est un pays un peu idéologue, etc. Et moi, je voyage beaucoup parce que il faut que, hélas, on n'a pas de production en France. Donc, on travaille avec les Autrichiens, on travaille avec des Suédois, etc. Et Alors, qu'est-ce qui manque? Parce que donc, et- moi, je comprends. c'est l'industrie. vous- Aujourd'hui, vous c'est avez- l'investissement dans l'industrie. Mais donc, Julien, vous- faut pas aller chercher. Non, d'accord, trop mais vous loin. allez chercher du bois brut ou du bois un peu travaillé? Non, je vais chercher des morceaux de murs entiers de 16 mètres de long, Et pourquoi- 3 mètres de haut, Et alors, 30-40 cm. Bon, Je comprends que si l'Autriche, c'est pas le Brésil. Hein. non, mais est-ce que c'est non, mais C'est la communauté non, mais je suis pas en train de européenne. vous dire que vous êtes un honteux pollueur. Et, Moi, et- je et m'intéresse l'usine, à- elle est plus près Est-ce que c'est que parce Perpignan. Est-ce que c'est parce que c'est plus cher? Est-ce que mais c'est parce tout que simplement on parce n'a que- pas le format Mais en tout France? simplement parce que j'ai. Oui, si c'est vous ça voulez, la question. Je vais vous donner juste un chiffre. Moi, nous, on consomme 35 000 mètres cubes d'à peu près par an de ce fameux bois lamellé contre-collé croisé. 35 000 mètres cubes. La plus grosse usine française essaye de faire 15 000 mètres cubes. C'est ça. Donc j'ai un problème de réponse, si vous voulez, industrielle à un besoin. Et parce qu'elle-même a du Et- mal à s'approvisionner auprès des différents privés. Tout simplement parce qu'en fait, elle a des capacités de production qui sont limitées. Voilà, c'est un Vendéen. Il faut rendre hommage à la Vendée, ce territoire de prospérité qui sauve la France, où il n'y a pas de chômage. Voilà, c'est un Vendéen qui s'appelle Monsieur Pifto, et il fait ça avec beaucoup de courage. On va lui acheter un peu de matériaux, mais son usine, aujourd'hui, elle est trop petite pour répondre au challenge du remplacement à la fin du béton. On connaîtra la fin du diesel, on connaîtra la fin du béton. Sauf pour certains usages très particuliers, on aura beaucoup moins de béton dans la consommation. Donc il y a un véritable défi à relever. Et moi, je pense qu'on doit pouvoir trouver un consensus entre la protection de forêts qui sont vraiment des forêts patrimoniales. Et qui sont en danger là. Si La période de sécheresse est historique. Absolument. Et si Prosper Mérimée avait classé toute la France à la fin du 19e, croyez-moi, on n'aurait pas eu le développement économique qui permet quand même une certaine prospérité sociale française. Donc Prosper Mérimée, il n'a pas classé tout. Il a dit il y a des choses qui sont intéressantes et puis il y a des choses sur lesquelles on permet, si vous voulez, d'opérer. Je pense qu'il faut faire pareil pour la forêt. Mais je il vous ai faut pas dit qu'on le contraire. classe cette Je vous ai pas forêt. dit le contraire. Simplement, aujourd'hui, il y a un enjeu. Vraiment, la sécheresse est historique, donc il y a un enjeu de protection des forêts, de les laisser vieillir. Et je vous dis. Et de replantation, Julien, parce que nos essences. Mais bien sûr, de probablement replantation. de replantation, De avec replantation d'autres et de essences. diversification. Oui. Absolument. Et diversification. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on n'autoriserait pas, sur une bande de 20 mètres ou de 30 mètres, de faire une coupe assez, si vous voulez, rationnelle, parce que faire de la coupe de l'arbre à l'unité, on sait que c'est un peu compliqué. Les Autrichiens, ils font des petits sillons, donc ils ne viennent pas abattre des forêts. Ils ont voilà, c'est comment faire l'un et l'autre. Pas des coupes rases dans lesquelles on va supprimer 15 hectares, mais pas non plus des arbres qui sont pris à l'unité. Alors, le dernier mot. Oui, avant- en fait, nous, notre enjeu, c'est la déforestation. C'est-à-dire que nous, notre enjeu, c'est de critiquer le décalage entre les grands discours du président Macron et les actes quand il autorise en Guyane, quand il défend l'Amazonie brésilienne, mais qu'en Guyane, il autorise les mines d'or et que ça signifie déforestation et pollution des sols. Ça, c'est un Sur crime. la gestion de la Ça, c'est un forêt crime. Je suis d'accord, la patrimoniale, il déforestation. n'y a personne qui va vous dire qu'il ne faut absolument pas couper. Il faut gérer. Par contre, il y a des endroits où il faut réensauvager et donc laisser faire. Il y a des endroits où il faut en stopper avec les coupes rases sur des dizaines d'hectares. Il faut limiter la monoessence et donc diversifier. Mais bien sûr qu'il faut gérer et qu'il faut exploiter ce bois, en particulier pour la construction bas carbone. Très bien. Alors, je pense que c'est le moment des questions. Il nous reste 4 minutes. Donc, vous avez normalement la possibilité de poser vos questions directement sur l'application. Si on n'a pas, je poserai moi-même. Donc, normalement, c'est l'application... Epopal, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas lisible. Hein, donc, j'espère que vous le voyez, vous, dans la salle. Il y a peut-être des questions dans la salle. Voilà, mais ils ne peuvent pas les poser... Slido. ou à moins qu'on puisse le faire. Moi, je n'en vois pas, hein, Maude. Ah, il n'y a que toi. Ah bon, bah alors voilà. Question, pas question? Ça a été limpide. C'est l'avantage du direct. Est-ce que vous avez une question l'un pour l'autre, en terminant ainsi, voilà, Guillaume? Donc il y aura bientôt les Journées européennes du patrimoine. Je m'occupe de la Fondation du Mais oui, patrimoine. félicitations. Voilà, vous pouvez. Et
nous allons rajouter maintenant la protection d'un certain nombre d'espaces naturels qu'on estime appartenir au patrimoine français. Donc vous pouvez trouver aujourd'hui sur le site de la Fondation, puisque je dois occuper le terrain, vous pouvez trouver, à vous tous, si vous voulez soutenir, on prend les dons à partir de 1 €. Et vous pouvez trouver à la fois les sujets de la mission Berne, vous pourrez trouver à la fois les 2700 sujets qui aujourd'hui sont en péril à travers la France, et puis de l'espace naturel qu'on voudrait aider à protéger. Il y a la forêt de Chantilly qui est en grave danger, là, entre autres. La permaculture dans tout ça. J'essaye de chercher le lien. Il y a un lien. Écoutez, la permaculture... Notamment dans la ville. Dans la ville ou... Là, c'est pas précisé, mais je vous lance une piste. Nous, évidemment, la permaculture est une bonne solution. Permet d'utiliser la biodiversité ou la diversité des plantes pour lutter contre les maladies, générer une meilleure croissance des végétaux et autres, et réduire drastiquement l'usage des engrais, des intrants chimiques. Ça rejoint un tout petit peu ce qu'on disait, c'est-à-dire que quand on fait de la monoessence de bois, on a des plus grandes difficultés en matière de biodiversité, de résistance, de résilience de la forêt. Et donc mixer les hauteurs, les essences, c'est une sorte de permaculture appliquée à la forêt qui en fait respecte du biomimétisme en fait, de la manière dont ça pouvait fonctionner auparavant, et plus résilient, plus utile, et à la fin bien meilleur aussi pour les humains. Peut-être c'est le lien qu'on peut faire. Alors Guillaume vous a posé une question, il reste 1 minute. Vous avez une question à poser à Guillaume également? Oui, moi je suis curieux de votre parcours entrepreneurial. Donc déjà, vraiment, je suis intéressé par le vôtre. Et je voulais, est-ce qu'il y a des résistances entre guillemets, dans le milieu béton pour aller vite, quand on voit un challenger comme ça qui arrive sur du bois? Je sais qu'il y a un surcoût, mais qui est pas si énorme que ça. Il y a plus d'emplois et c'est mieux isolant. Est-ce que dans votre ancien milieu, entre guillemets, ou vos partenaires, on va dire, comment on voit cette montée de la filière bois, et si demain les pouvoirs publics assumaient leur rôle de prioriser, archi-prioriser le bas carbone et donc d'écarter, comment ça se passerait? En fait, dans la complexité administrative française, parce que là on va toucher tout de suite le sujet de la complexité administrative française, vous avez 2 choses dont je me suis aperçu à force de m'intéresser au sujet. Vous avez le corpus réglementaire, et ça vous aurez la main dessus un jour ou l'autre, le corpus réglementaire, je vous le souhaite en tout cas, le corpus réglementaire législatif et réglementaire, et puis vous avez un deuxième niveau de complexité administrative, je l'ai découvert avec le bois, qui sont toutes les normes, tout ce que le parapublic et la comitologie en fait peuvent produire de recommandations qui, alors, elles, sont produites principalement par les joueurs existants. Alors, certains appelleront ça des lobbies, mais qui sont principalement les joueurs existants. Moi, je n'ai jamais reproché à Lafarge de vouloir gagner des sous, etc., etc. Simplement, je pense qu'il faut qu'il y ait un pouvoir qui, à un moment donné, fasse la part des choses. Parce que quand, en effet, la déléguée générale du bâtiment de l'association Bâtiment Bas Carbone se retrouve dans une réunion à 25 où il y a 24 défendeurs de l'économie d'hier ou d'avant-hier et qu'elle est toute seule, en plus c'est la seule femme évidemment parce que c'est tous des messieurs à cravate très très bien, etc. Ben, oui, on se dit il y a le monde d'hier et il y a le monde de demain et le devoir des politiques c'est de faire la part des choses. C'est pas de s'engager tête bêche dans une direction, c'est d'essayer de regarder mais voilà, qu'est-ce que ça veut dire le bilan carbone? Qu'est-ce que ça veut dire l'empreinte carbone du bâtiment? Qui est-ce qui peut calculer réellement, sincèrement, l'empreinte carbone du bâtiment? Vérifier d'où vient le sable pour le béton et d'où vient l'arbre et que la molécule sur le transport elle a bien été prise en compte. C'est là où on attend réellement le pouvoir politique. Alors il y a peut-être un effort, et je termine ce mot-là, il y a peut-être un effort notamment de communication et d'éducation, je dirais même. Bien sûr, et c'est là où on attend aussi les SEC, entre et puis tous ceux qui forment nos jeunes. Nous devons rendre l'antenne, donc je vous remercie beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y en a pas. Merci. Et puis Merci donc, à très bientôt, j'espère, pour relancer les débats. Merci beaucoup. Merci beaucoup.